l'accord, il ne faut pas s'encombrer à trop réfléchir là-dessus par rapport à qu'est-ce que c'est. Ce n'est qu'un outil pour permettre aux Maliens de régler leurs problèmes. Au fait, les difficultés de compréhension de l'accord sont essentiellement dues au fait que les gens ne contextualisent pas l'accord. L'idée étant pour moi d'expliquer ce qui est et de rapporter ce qui a pu être fait par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix en ce qui concerne les volets économiques et socio-culturels. On me demande de parler de la réconciliation, justice et questions humanitaires. Ce chapitre concerne plusieurs services. Moi, je ne pourrais parler réellement que ce qui concerne mon volet, la justice transitionnelle. Mais je peux les lire. L'article 46 dit « Les partis conviennent de promouvoir une véritable réconciliation nationale fondée sur les éléments ci-après. Élaboration d'une charte nationale pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. » On a regardé l'accord, on dit que l'accord, il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan politique et institutionnel. Il y a certes la révision constitutionnelle qu'il faut revoir et qui est un passage obligé pour prendre certaines des dispositions de l'accord qui ne peuvent être appliquées qu'avec une révision constitutionnelle. Ça a été longuement débattu hier ici. Alors, la deuxième chose, sur les questions de défense et sécurité, il y a cette affaire des quotas qu'il faut régler. Le gouvernement de transition est là-dessus. Ils sont en train de faire les calculs pour voir combien l'État peut absorber réellement. Et c'est une fois qu'on saura cela, les autres ne sont pas laissés sur la route parce qu'ils vont à la réinsertion socio-économique. Et puis le troisième et dernier point sur lequel aussi on a beaucoup parlé, c'est cette mobilisation de tous les Maliens pour voir comment on peut régler cette question des djihadistes. Maintenant, une fois ceux qui ne veulent pas, une fois que les intégrations sont terminées, maintenant tout type qui va se promener avec des 4x4 ou des armes sera considéré comme un hors-la-loi. Et l'armée reconstituée, qui est en réalité, ce sont les FAMA, les forces armées maliennes de sécurité. C'est ça qu'on appelle armée reconstituée, ce n'est pas une armée nouvelle. Il n'y a qu'une seule armée et l'accord ne prévoit qu'une seule armée, pas deux armées. Mais nos parents là qui sont morts à cause de vous, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ces animaux qui sont morts, ces enfants qui sont morts, même l'autre jour il y a eu des morts parce qu'on n'a pas enlevé jusqu'à présent les cartouches qui sont en train de s'exposer tous les jours. Si l'accord là échoue, la transition va échouer. C'est clair. Parce que c'est cela qui va donner une certaine force à notre armée pour s'organiser avec les mouvements pour faire une armée reconstituée. Cette armée reconstituée, équipée avec la troisième dimension, avec la dimension air et la dimension renseignement, je vous dis que personne ne va occuper, quoi que ce soit, 1 centimètre du terrain, personne ne va occuper. Personne! Cet atelier doit aussi avoir un résultat très important. Et d'ailleurs, l'accord le dit. Tout ce qui doit être réglé, c'est peut-être par des lois organiques, ou éventuellement, si on doit si on doit réviser la Constitution pour cela. Donc, c'est dire que c'est déjà prévu. L'accord n'a pas dit quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser pour le mettre en œuvre. On ne peut pas dire que les femmes ont participé aux négociations, non. La société civile non plus, les communautés non plus. Les négociations étaient strictement entre l'État du Mali et les deux groupes, qu'on appelle aujourd'hui le groupe signataire. Voilà. Ce n'est pas seulement dire que l'État s'est engagé, mais l'État doit respecter les principes sur lesquels s'est engagé, à savoir le respect de l'unité nationale, le respect de l'intégrité des territoires du Mali, le respect de la souveraineté du Mali, le respect de la forme laïque et républicaine. Et quand on dit souveraine, ça veut dire qu'on ne doit plus obliger l'État à faire ce que l'État même ne peut pas faire. Et l'État doit s'assumer. L'État doit être aussi juste entre les signataires de l'accord d'Alger. C'est cette injustice aussi qui est à la base de ce problème d'application de l'accord d'Alger. Nous sommes venus pour accompagner le CNT, pour aider à faire comprendre davantage
l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Précisément, qu'est-ce qui a pu être fait, quelles sont les avancées, peut-être quelles sont les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Bon, de manière générale, nous nous sommes exercés à expliquer l'accord, quelles sont les innovations que l'accord contient, qu'est-ce que cela peut impliquer en termes de réforme, de gouvernance, qu'est-ce que cela a pu apporter aussi comme aspect positif sur la vie, particulièrement des collectivités territoriales. Je pense seulement dans le domaine de la décentralisation aujourd'hui, les conditions d'élection des maires, des présidents du conseil de SEC, des présidents du conseil régionaux. Avant, c'était des élections en cascade, pour ne pas dire au suffrage universel direct. Aujourd'hui, c'est une élection au suffrage universel direct. Deuxième élément, dans le cadre de l'accord, on a mis en place aujourd'hui un fonds de développement durable. Ce fonds de développement durable est abondé par l'État et qui contribue à créer les conditions pour améliorer les services sociaux de base aux populations des différentes régions. On ne peut pas citer, il y en a beaucoup. C'est juste quelques exemples que je peux prendre. Mais dans tous les cas, comme je le disais, c'est un accord pour le Mali. C'est un accord qui profite d'abord au Mali. Et les conflits que nous rencontrons et que nous faisons face aux vrais ennemis. Parce qu'entre nous Maliens, il n'y a pas d'antagonisme. Il peut y avoir des divergences, mais ces divergences-là doivent être surmontées par l'accord. Maintenant, nous devons créer les conditions pour faire face vraiment à ceux qui nous empêchent de nous développer et de faire face aux vraies réalités du pays, quoi. En fait, si nous avons rencontré à notre installation les victimes, la société civile, les notabilités, les citoyens ordinaires, on leur a posé cette question: est-ce que vous êtes prêts à aller à la réconciliation? Quasiment tout le monde a dit oui, nous sommes prêts. Alors, on leur a demandé à quelles conditions. Une partie des populations interrogées, ils ont dit il faut d'abord qu'on nous reconnaisse dans notre état de victimisation. D'autres ont dit nous voulons ça, mais nous voulons plus que ça. Nous voulons que les torts qui nous ont été faits soient réparés. Donc nous voulons des réparations. Il faut reconnaître qu'il y a une partie, ce n'est pas les plus nombreux, on dit en plus de tout ça, nous voulons que les auteurs des violations soient recherchés et jugés. Maintenant, la justice, on ne peut pas juger tous les auteurs. C'est impossible, certains, on ne sait même pas où ils sont. D'autres ne sont même pas maliens. De toutes les façons, dans l'accord de paix, il y a le principe de non-amnistie pour les graves violations des droits de l'homme. Comme son nom l'indique, les 2 journées, c'était des journées d'information parce que nous avons estimé que la vulgarisation de l'accord ne doit jamais s'arrêter. Et autant aussi bien qu'on ne soit pas élu, nous sommes tous issus des forces vives de la nation conformément à l'article 13 de la charte. Et il est donc important pour chaque membre du Conseil national de transition de savoir ce qui est dans l'accord et quel est son niveau d'exécution aujourd'hui au plan national par le gouvernement. Aussi, bien entendu, de comprendre pourquoi cet accord pose autant de questionnements et quels sont les freins qui empêchent d'arriver à son application intégrale. Voilà le but des 2 journées d'information. Aujourd'hui, je pense que tous les membres du Conseil national de transition qui ont suivi les travaux ont compris que c'est un accord qui est déjà en application, mais que sur un certain nombre de points, il y a des difficultés d'application et les causes de ces difficultés ont été soulevées. Et bien sûr, matière à réflexion est donnée à tout le monde pour qu'ensemble nous puissions arriver dans cette façon intelligente, comme c'est l'expression aujourd'hui à la mode, à ramener tout le monde autour de la table pour éventuellement réussir cette relecture de l'accord qui est demandé depuis le dialogue national inclusif. À travers les 2 jours d'atelier, j'ai compris qu'il y a beaucoup de trucs qui se disent et qui ne sont pas réellement vrais. Donc moi je pense que c'est une aubaine pour nous d'avoir pu, à travers la commission loi et l'apport de la MINUSMA, de pouvoir faire ces 2 jours d'atelier d'information. L'accord, moi je dirais que l'accord, il y a du bien dedans. Il y a du bien dedans, il y a des trucs qu'on peut revoir. Mais moi je pense que l'accord est salutaire pour le Mali parce que c'est les Maliens qui l'ont signé. Ce n'est pas des étrangers qui sont venus signer à notre place. En 2015, c'est le gouvernement du Mali avec les groupes, les groupes armés qui ont signé cet accord. Toute œuvre humaine, moi je pense qu'il y a toujours des lacunes.
qu'on peut corriger. Mais moi, je pense que dans l'ensemble, si on veut vraiment, depuis 2015, depuis la signature de l'accord jusqu'à maintenant, je dirais qu'il n'y a pas de problème entre l'armée malienne et les groupes armés. Ça, c'est déjà une bonne avancée. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on continue de parler, qu'on continue de voir les points de discorde dans l'accord et d'essayer de les corriger au mieux pour que le Mali continue d'avoir la paix. Aujourd'hui, nous sommes dans un atelier d'information pour les membres du CNT sur l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Tout à fait, lors de mon intervention tout à l'heure, j'ai résumé un peu la problématique en 3 à 4 points. La première chose que j'ai dite aux uns et aux autres, c'est vraiment de comprendre que nous sommes dans un pays qui n'est pas normal. J'ai demandé aux membres du CNT de vraiment fournir des efforts pour aider ces pays-là à se redresser et à se relever. Et cela n'est possible que si la conscience nationale existe dans les uns et les autres. J'ai dit qu'on ne peut pas construire une nation et un pays avec des gens qui font la différence même entre leurs morts. La seconde chose que j'ai mis en avant, c'est le fait qu'aujourd'hui, relire l'accord de paix, c'est à ouvrir la boîte à Pandore. On ne peut plus la maîtriser. Parce que si on relit l'accord, en réalité, ce n'est pas que le gouvernement qui a des amendements par rapport à l'accord. Même les mouvements, quand ils l'ont signé, ils avaient beaucoup d'amendements. Et donc, on va donner l'occasion non seulement au mouvement, mais à l'État, mais aussi à d'autres gens qui ne sont même pas dans le processus de paix, en réalité, d'amener aussi leurs amendements. Donc, c'est une boîte à Pandore qu'on ne pourra pas maîtriser. La troisième chose que j'ai mis en avant lors de mon intervention, c'est qu'aujourd'hui, on doit mettre l'accent sur la reconstruction de notre armée. Parce qu'un pays ne peut pas exister sans une armée. C'est l'armée qui va protéger les territoires, c'est l'armée qui va permettre aux intellectuels de réfléchir, c'est l'armée qui va permettre aux journalistes de vaguer à leurs occupations. Quand on n'a pas d'armée, on ne peut pas avoir un pays ni une nation.